Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 8 juillet 2023 pour lequel j'ai convié en plateau Gadiel Adunvo. Il est jeune activiste politique béninois. Il est commentateur de l'actualité politique. Il sera face à Habib Arndessi, acteur politique de l'opposition, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Avec eux, chers amis internautes, nous parlerons de la lutte contre la cybercriminalité. Cette semaine, les fruits de cette lutte engagée par l'Office central de répression de la cybercriminalité ont été livrés à l'opinion publique nationale et internationale. On en parlera au cours de cet entretien et si le temps nous le permet, nous ferons un petit commentaire sur l'actualité politique. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce jour, chers amis internautes. On retrouve les amis pour le décryptage. Juste avant, je vous invite à suivre cette pub sur ESAE TV. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entente de cette émission, se fera avec Gadiel Adunvo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir. Vous êtes face à Habib Arndessi. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour Gadiel et bonjour à ceux-là qui nous suivent. Merci d'être à nos côtés. Alors Gadiel Adunvo, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a engagé une lutte implacable contre la cybercriminalité. Dites-nous, est-ce qu'à ce jour d'aujourd'hui, au regard des statistiques qui ont été présentées, est-ce que selon vous, cette lutte apporte ses fruits? Déjà, d'un point de vue général, il faudrait que nous basions notre analyse sur l'aspect juridique de la chose. Bien avant 2016, la cybercriminalité était répréhensible en République du Bénin. Donc, le fait que le gouvernement en place fasse de son travail la répression permanente et constante de cette activité, un tremplin, je trouve qu'ils sont juste dans la suite, dans la continuité républicaine. En termes d'efficacité, c'est clair. Avec l'arrestation des jeunes, il est constaté aujourd'hui que beaucoup de personnes sont beaucoup plus apeurées à l'idée d'être cybercriminels. Donc, ma première réponse serait de dire qu'effectivement, il y a efficacité avec les mesures répressives que l'État a mis en place. Mais si nous allons aller plus loin, la stratégie est fort critiquable parce que une stratégie répressive mise en avant sans des bases beaucoup plus solides pour combattre l'activité en question, ça risque de ne pas porter les fruits escomptés. Parce que dans tous les pays développés, lorsqu'on constate un phénomène social, quelque part, on fait déjà une analyse générale. On essaie de rester dans une approche d'observation. On se demande, c'est quoi les causes? Donc, ce que la majorité reprocheront au gouvernement, je fais partie de ceux-là également, c'est une tendance du gouvernement de ne pas vraiment prendre le problème depuis les racines et de se baser seulement sur le superficiel. Sinon, de fond en comble, la répression est tout à fait normale parce que la cybercriminalité en République du Bénin, c'est pénal. C'est pénal. Habib Arndessi, quelle est votre opinion? Alors, je pense que le gouvernement a choisi la voie de la facilité. C'est trop facile
de faire arrêter des jeunes et de les déposer en prison et de les condamner à des peines que vous savez. Parce que, comme mon frère Gadiel le disait tout à l'heure, le problème est plus profond que ça. Et quand vous dites depuis 2016, je pense que non. Cette histoire a commencé, je pense, en 2021-2022 et surtout en 2023. Et quand vous analysez un peu, vous allez voir que cela coïncide avec cette idée du président Patrice Talon à faire venir des opérateurs économiques, des investisseurs français et autres dans notre pays. Et donc, il faut assainir le milieu. Alors, nous allons nous poser la question, la coût faite à ces opérateurs économiques, à ces hommes d'affaires étrangers, à qui cela profite, Donc, ces jeunes, en réalité, sont utilisés comme des monnaies d'échange. Ces jeunes sont utilisés Ces jeunes sont utilisés pour montrer à ces opérateurs économiques, à ces hommes d'affaires. Vous savez, dans notre pays, il y a une certaine sécurité, il n'y a pas la cybercriminalité. Nous luttons contre les crimes économiques. Donc, ceux qui sont arrêtés, ils sont innocents selon vous? Non, ceux qui sont arrêtés sont coupables. Oui, la cybercriminalité est pénale. La cybercriminalité est un crime. Et tout gouvernant doit pouvoir mettre en place des dispositifs pour combattre le phénomène. Sauf que dans le cas d'espèces, vous allez tout simplement comprendre que ces jeunes que nous voyons, cybercriminels, ne sont que des victimes d'un système. Victimes de quel système? C'est des victimes. Alors, c'est d'ailleurs pourquoi les gens ne veulent pas qu'on fasse des analyses profondes autour du fléau. Les gens ne veulent pas qu'on aille dans les causes. Pourquoi aujourd'hui nous avons autant de jeunes cybercriminels? Parce que si on doit arrêter tous les cybercriminels, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont tenté, tous ceux-là c'est-à-dire qui ont essayé même, on va vider une majorité, c'est-à-dire la grande majorité des jeunes. Vous parlez des causes de la cybercriminalité. Selon vous, quelles en sont les causes? Alors, d'abord, je parlerai de la responsabilité des hommes politiques, de nos dirigeants. Ceux qui ont eu la force, le pouvoir, la chance de diriger ce pays. Ceux à qui le peuple a remis le pouvoir à un moment donné. C'est eux. Et qui, au lieu de travailler pour ce peuple, au lieu de travailler pour dresser un lit meilleur, un bon lit aux jeunes générations, aux générations futures que nous sommes, ils ont passé tout le temps à dilapider les ressources de la République, à voler l'argent de l'État, à détourner les sous de la République. Ces sous qu'on devait utiliser, qu'on devait prendre. Ce sont eux qui ont enseigné. Oui, attendez. Je n'ai pas fini. Ces sous, ces moyens qu'on devait utiliser pour créer d'opportunités aux jeunes générations, à ceux-là qui étudient et qui finissent dans nos rues. Parce que l'État n'a pas assez de moyens pour créer des opportunités à ces jeunes. Et face à des situations comme ça, face à des situations de pauvreté, de manque d'emploi, de misère, la pauvreté, elle est partout au monde. Non. Écoutez, il y a des peuples, en réalité, il y a des pays où le simple fait de balayer les rues, te permet de nourrir ta petite famille, de nourrir ta petite famille. Parce que ces peuples ont créé des opportunités pour permettre à tous ceux-là qui ont la force... Mais il y a toujours la cybercriminalité dans ces pays-là. Non, combien? Si on doit parler de cybercriminalité par rapport à ce qui se passe dans les pays pauvres, vous n'allez pas me dire qu'il y a comparaison. Il n'y a même pas comparaison. C'est pour vous dire quoi? Face à certaines situations, l'humain développe toujours des crimes. Si ce n'est pas la cybercriminalité, ce serait peut-être le terrorisme. Parce que vous allez remarquer que tous ces crimes dont nous parlons, ceux qui sont enrôlés dans ces crimes, ce sont des jeunes qui viennent de la classe que vous connaissez, de la grande classe, c'est-à-dire de la classe des prolétaires, des quartiers pauvres et autres. Vous n'allez pas voir l'enfant d'un puissant aller à la cybercriminalité. Donc, en partie, nos hommes politiques, depuis 90, sont responsables de ce drame que nous vivons aujourd'hui. Je reviens dans un instant. Gadiel Adouvo, dites-nous, selon vous, quelles sont les causes de la cybercriminalité? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec Habib lorsqu'il me sort comme cause principale de la cybercriminalité la pauvreté chronique, malheureusement, à laquelle nous faisons face en tant que jeunes ici au Bénin. Je suis tout à fait d'accord que le gouvernement, le pouvoir politique ne met pas en place les dispositions nécessaires pour que le jeune béninois puisse s'épanouir de façon efficace et dans les bonnes conditions.
Est-ce que pas de disposition nécessaire, vous faites allusion à quoi, par exemple? Lorsqu'on parle de dispositions nécessaires, par exemple, c'est déjà aider, accompagner les jeunes dans le sens de l'entrepreneuriat, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un beau discours dans la bouche de la majorité de nos gouvernants. On nous parle tout le temps d'entrepreneuriat, mais sur le terrain, lorsque vous allez constater qu'il y a un manque criard d'accompagnement pour la jeunesse. C'est un fait. C'est facile de parler de programmes, c'est facile d'écrire des trucs, d'éditer beaucoup de documents qui parlent très joliment de ce que nous allons appeler l'entrepreneuriat, mais dans la globalité de l'observation de la situation, on doit constater qu'il y a vraiment un manque. Néanmoins, la partie où je désapprouve plus ou moins le raisonnement de l'aîné Habib, c'est la partie où il a une certaine tendance vicieuse à ne pas responsabiliser également la caste juvénile. C'est vrai que nous sommes un pays pauvre. Néanmoins, est-ce que la cybercriminalité serait un tremplin pour relever, d'un point de vue général et économique, la situation de notre pays? Donc, c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement lorsqu'il met en place des mesures restrictives. Mais je trouve que, autant que lui, que leur approche serait plus efficace si réellement ils mettaient en place des dispositions pour que ces jeunes-là, qui, pour la majorité, ont envie de devenir cybercriminels, faut le dire, parce que c'est eux qui bénéficient d'un style de vie beaucoup plus sain aujourd'hui, sont des parvenus. Il faudrait qu'on mette en place des stratégies et pour les empêcher d'y aller. Des mécanismes, pas pour les empêcher d'y aller, mais pour leur insurger le sentiment, la nécessité de ne pas y aller. Les empêcher, c'est ce qui se fait actuellement. On le dit, vous ne serez pas Gaïmon, allez mendier, vous ne serez pas Gaïmon. Néanmoins, ce qui serait mieux, c'est pourquoi est-ce que la cybercriminalité n'est pas un crime développé en France, par exemple? C'est parce que le jeune français sait qu'il a la possibilité de s'épanouir dans sa société sans avoir à devenir cybercriminel. Les quelques personnes qui seraient peut-être cybercriminels dans ces républiques-là sont forcément des personnes vicieuses et différentes de la majorité de la population. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Habib disait. Néanmoins, je suis quand même pour une certaine responsabilisation de la jeunesse, parce que le crime ne fait pas développer. Je ne connais pas un seul État qui est développé aujourd'hui grâce à la prolifération du crime. Voilà. Alors, je reste toujours avec vous. Lorsque nous parlons de cette cybercriminalité, on parle de causes de la cybercriminalité. Est-ce qu'en dehors de la pauvreté, en dehors également des dispositions, de la responsabilité de l'État, si on peut le dire ainsi, est-ce qu'on ne trouve pas d'autres types de responsabilités ou de fondements? Est-ce que les parents n'ont pas un rôle, par exemple? Et lorsqu'il y a crime, la société n'a pas aussi sa part de responsabilité elle-même? Lorsqu'il y a crime, lorsqu'il y a malversation, lorsqu'il y a mauvais comportement chez un citoyen, déjà la base, c'est clair, c'est l'éducation parentale, l'éducation primitive. Il y a des personnes, peu importe leur degré de pauvreté, et j'estime que j'appartiens à ces quatre-là, qui ne feront jamais appel à un métier illégal dans le but de s'en sortir. Parce que déjà, je ne suis pas né par exemple d'une famille très riche, mais malgré les quelques moments de galère auxquels je fais face, je n'ai jamais eu à l'idée d'aller dans une activité illégale pour faire de l'argent. Donc, il y a déjà un peu d'éducation. Mais je reconnais quand même que c'est difficile d'être aussi bien éduqué, comme le disait Habib il y a quelques instants, d'être toujours aussi bien éduqué, d'être toujours aussi rigoureux vis-à-vis de ses principes et de ses valeurs lorsque vous êtes dans des conditions mauvaises. Vous savez, le pauvre est très, très, très beaucoup tenté. Le pauvre, lorsqu'il est là dans sa pauvreté, il est enclin à dérailler. Du coup, mis à part le facteur éducatif, il y a aussi actuellement un facteur pas primordial, mais le facteur sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la société a tendance à accepter et à normaliser l'activité dans son ensemble. Le gars, il se sent chez lui. Vous voyez? Et c'est un truc à ne pas forcément favoriser. Simplement parce que normalement, dans toutes les sphères de la société, on devrait déjà pouvoir dire attention, l'activité c'est illégal, c'est un truc dont il faut avoir peur. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci Gadiel Douva pour ce développement. Mais Habib, ici tout à l'heure dans votre développement, vous étiez en train de mettre au banc des accusés les gouvernants pour le manque d'épanouissement de la jeunesse et également l'existence de la pauvreté. Mais est-ce qu'en dehors de ces facteurs-là, est-ce que la société n'a pas une part de responsabilité selon vous? Alors, qu'est-ce que vous appelez société, la responsabilité de la société? La responsabilité de la société, ce que je mets dans ça, c'est que quoi? Est-ce que, un peu ce que Gadiel disait à l'instant, on a comme l'impression
que la société elle-même tolère le gaiman. On peut prendre tout de suite le voleur, le brûler, on peut prendre tout de suite le braqueur, le brûler, mais lorsqu'on sait consciemment que telle personne vit de la cybercriminalité, on estime que, bon, c'est une activité, oui, comme ce n'est pas mon argent qu'il a volé, comme ce n'est pas moi qui ai volé, alors que les cybercriminels parfois attaquent des Béninois, attaquent des proches. Alors, est-ce que la société accepte la cybercriminalité? Non. Au début, quand on dit gaiman, même là, c'est une forme d'insulte. C'est une manière de dire tu es un voleur, c'est un gaiman. Vous pensez qu'il y a des gens qui se plaisent d'être appelés gaiman? Même l'expression gaiman, c'est une forme d'insulte. Ce n'est pas pour valoriser un jeu. Mais oui, mais aujourd'hui, dans la société, est-ce que vous notez cela? Non, écoutez, ce qui s'est passé dans le temps, c'est que l'activité a été acceptée et c'est normal. C'est pourquoi au début de cette répression, j'ai demandé à nos gouvernants de créer un cadre de réflexion des sociologues et des psychologues. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Parce que quand on parle de responsabilité sociétale même, c'est-à-dire, c'est l'outil des sociologues. Ils vont vous expliquer comment le fait a évolué. Et tous les phénomènes sociaux que vous connaissez, ça évolue toujours comme ça. Et les bases, c'est-à-dire, c'est l'échec à un moment donné des dirigeants. C'est toujours comme ça. Je vais vous expliquer. Voilà un pays, nous avons décidé. Nous décidons tous de remettre le pouvoir à un groupe d'individus à qui nous payons les mots. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour nous, notre développement, pour notre épanouissement. Mais qui en réalité, au lieu de travailler pour nous, au lieu de créer des conditions pour que le jeune ne soit pas obligé. Ils font de leur mieux. Écoutez, non. Non. Dans les pays, il y a certains pays où, quand vous entendez un gaiement, vous entendez que quelqu'un est cybercriminel, vous vous étonnez. Pourquoi vous vous étonnez? Parce que le pays a tellement créé des opportunités, des issues à sa jeunesse que vous vous dites, lui ne veut pas travailler. Mais il y a d'autres. Si vous ne vous êtes jamais retrouvé dans certaines conditions, vous n'allez pas comprendre des terroristes, par exemple. Des voleurs, par exemple. Donc, vous trouvez une justification s'il vous plaît. Soit nous voulons dire ce qui est, soit nous avons dit. Mais si vous arrivez à justifier cela, ça veut dire que vous pouvez justifier aussi le braqueur, le violeur. S'il vous plaît, on peut tout justifier. On peut tout justifier. Il y a des gens, quand ils commencent par vous raconter leur histoire, vous allez dire, si j'étais à sa place, est-ce que je ne ferais pas pire? Mais déjà, à leur place, on fait mais justement, combien il y a le fonctionnement de l'humain. C'est ce que nous écartons du jeu. C'est-à-dire, nous rêvons d'une société où, non, mais comment il peut être cybercriminel? On dit pas zéro criminalité. Non. Ça n'existe nulle part d'ailleurs. Tant que les mêmes mobiles, ce que vous voyez là, où des jeunes traînent dans nos rues, des jeunes s'efforcent, ils n'arrivent pas, des jeunes ont des idées, ils ne sont pas accompagnés. Un système éducatif qui abrutit, qui nous anéantit, qui tue le génie qui est en nous. Tant que nous aurons les mêmes mobiles en place, si ce n'est pas la cybercriminalité qui est développée, d'autres crimes vont se développer. Restez tranquille, d'ici 10 ans, 15 ans, vous aurez d'autres formes de crimes. Et nous reviendrons sur ce plateau parce que nous aurons une longue vie. Nous reviendrons sur ce plateau tenir le même discours. Parce qu'aujourd'hui, on parle du fléau de la cybercriminalité. Si le gouvernement maintient cette pression, beaucoup n'iront plus vers la cybercriminalité. Mais ils n'iront pas vers une activité licite. Ils n'iront pas vers une activité légale. Ils vont développer d'autres crimes. Et c'est nous notre crainte. Cette facilité. Cette facilité à aller vers des activités criminelles. Ce n'est pas une facilité. C'est pas une facilité. Non, c'est le fonctionnement humain. Ce n'est pas une facilité. Prenez 10 personnes. Vous qui parlez de sociologie, de psychologie, vous ne voyez pas qu'il y a une sorte de préparation à aller vers la facilité? Non, il n'y a pas une forme de préparation à aller vers la facilité. Ce n'est pas une question de facilité. En réalité, c'est quand nous nous prenons comme baromètre, comme mesure, que nous voyons que c'est trop facile d'aller à la cybercriminalité. S'il vous plaît, Gadiette parlait tout à l'heure de l'éducation. Moi, j'ai vécu dans certaines conditions où je dis, mais je n'arrive plus à juger les autres. Parce que je dis, si Dieu ne m'avait pas donné un nom, Habib Arandessi, si Dieu ne m'avait pas donné... Ce nom, vous voulez donner une sorte de fougue à défendre une cause depuis des années et qui m'a donné une certaine audience, une certaine notoriété, un nom qui me permet de vivre, qui me permet de manger. Si je n'avais pas ça, je ferais quoi? Donc vous aurez été... Mais qui sait en réalité?
C'est lorsque Dieu, en réalité, lorsque la nature nous donne... Non, mais qui sait? C'est lorsque la nature nous donne certaines opportunités à un moment donné que nous disons, mais malgré que je vivais dans certaines conditions, je ne suis pas allé à la cybercriminalité. Vous allez réagir tout à l'heure. Vous dites quoi? Moi, j'ai du mal en réalité à dédouaner, c'est-à-dire à responsabiliser même cette jeunesse. Parce que vous allez remarquer que c'est une majorité, c'est un grand nombre de jeunes cybercriminels. Est-ce que vous savez qu'il nulle part au monde il y a zéro taux de chômage? Non, mais écoutez, vous êtes d'accord avec moi? Parce que pas... lorsque vous justifiez par le fait que, parce que nous avons des situations dures, la vie nous éprouve de façon très ardue, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons face à la cybercriminalité, il y a des États qui sont plus pauvres que le Bénin, mais qui n'ont pas un taux élevé de cybercriminels. Donnez-moi les exemples. Gardez la Douveau, allez-y. Vous voulez réagir tout à l'heure? Donnez-moi des exemples. Non, je ne suis pas là pour opiner, sinon on ferait bien le débat. Lorsque j'ai souri, lorsque Habib disait il y a quelques secondes qu'il avait la chance de porter ce nom emblématique, Habib Arandissi, que ça lui permettait de manger. Donc du coup, ça amène à décrédibiliser plus ou moins en fait ses actions politiques parce que là, il dit clairement que l'opposition lui donne à manger. Et ensuite, ce sur quoi je répondis, déjà la question principale qui lui était posée était de ressortir l'impact négatif de la société sur sa tendance à conditionner en fait les jeunes à aller vers la cybercriminalité. Mais comme d'habitude, Habib a malheureusement encore attaqué le gouvernement parce que voilà, malheureusement c'est ce dans quoi il excelle le plus. Moi, quel sentiment que moi j'ai? Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas dans de meilleures conditions. Le gouvernement, comme je l'ai dit il y a quelques instants d'ailleurs, a une grosse responsabilité vis-à-vis de cela. Le système éducatif est bancal, il faut le dire, parce que c'est un système jusque-là très très colonial et pas adapté en fait à nos réalités ici en Afrique. Vous savez, le Mamadou n'a pas le même type de raisonnement que M. Dupont-Pierre. Du coup, il faut plutôt adapter une éducation à cette condition de vie, et tout. Oui. Maintenant, lorsque nous allons parler de la cybercriminalité, il faudrait déjà que dans le sentiment du Béninois profond, on puisse savoir que c'est mauvais. C'est mauvais. Et aujourd'hui, le Béninois a tendance à un peu trop normaliser l'acte parce que il se dit qu'il n'est pas directement victime, alors que chaque jour, sans s'en rendre compte, il en est victime. Chaque jour, sans s'en rendre compte, le Béninois est victime des actes de cybercriminalité. Du coup, moi, je suis plutôt dans une approche centriste du débat parce que c'est important qu'on puisse responsabiliser et le gouvernement en place parce que effectivement, ils tiennent près de 40 à 50% de cette responsabilité-là. C'est important qu'on puisse responsabiliser la jeunesse, qu'on puisse lui dire, chère jeunesse, même si effectivement tu n'es pas dans des meilleures conditions, il ne faut pas aller voler. Parce que le voler ne fera pas développer ta société. Le voler ne te fera pas développer toi-même de façon grande parce que voilà, il y a des limites que la cybercriminalité donne au degré de réussite. Et qu'on puisse aussi responsabiliser la société. On puisse lui dire, c'est vrai que nous ne sommes pas dans les meilleures conditions. Alors, nous œuvrons tous ensemble pour des meilleures conditions et pas forcément pour laisser végéter des mots dans notre société. Avant de retourner vers Habib Arandissi, j'ai bien envie de poser une question que je vois là. Est-ce que, selon vous, l'avènement des réseaux sociaux n'est pas un facteur également qui favorise la cybercriminalité? Lorsque l'on voit des personnes dont on sait un peu les revenus, la source de revenus, qui également exposent une vie débordante sur les réseaux sociaux, est-ce que cela également n'a pas un caractère incitatif aux jeunes à chercher, quoi que vienne, des voies et moyens pour avoir le même style de vie? Mais à mon avis, la réponse à cette question devrait être unanime, c'est clair. Lorsque tu montes sur les réseaux sociaux, tu vois sur les statuts WhatsApp, une certaine personne a affiché un style de vie plutôt plus ou moins voilà, appréciable. C'est normal que tu aies envie de t'y mettre. Et malheureusement, aujourd'hui, notre jeunesse est principalement attirée par la recherche rapide du gain. Déjà à 15 ans, 16 ans, le jeune béninois est malheureusement insurgé par l'envie de devenir gaïmon, alors qu'il y a cela plusieurs années, je dirais même des décennies, le Bénin était reconnu comme étant le quartier latin, c'est-à-dire le quartier le plus proche des pays occidentaux, intellectuels, en matière de connaissances et en matière d'intellect. Voilà, c'était nous qui étions premiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le jeune Béninois ne se sent plus
dans l'esprit de cette personne-là, à la recherche de la connaissance, à la vraie connaissance, l'objectif aujourd'hui, c'est se faire du gain. La question que je vais poser à Habib, si vous me permettez tout de suite, c'est, Monsieur Habib, moi je suis fasciné particulièrement par votre intellect et par votre tendance à raisonner dans le débat. Mais si aujourd'hui les jeunes cybercriminels sont habitués, sont dans des conditions qui leur permettent de végéter dans cette activité, est-ce que nous aurons des jeunes comme Habib pour le Bénin de demain? Alors, Kader, déjà, on n'était pas appelé quartier latin parce qu'on était des intellectuels de haut niveau. C'est faux. On n'était pas appelé quartier latin parce qu'on était des génies, des techniciens, des scientifiques de haut niveau. C'est faux. On était appelé quartier latin à cause de quoi? On était appelé quartier latin du fait de notre éloquence. On est acculturé. En réalité, on parlait français, c'est-à-dire mieux que le petit blanc. Acculturé ou cultivé? Tout ce que vous... Non, on n'était pas cultivé. Parce que le fait d'exceller dans la langue d'autrui, c'est de l'acculturation. OK? Donc, on parlait français. On rivalisait avec le Sénégal. Dans les grands colloques, dans les grandes réunions. Il y a de grands intellectuels chez nous. Non, est-ce que c'était des intellectuels? Oui, parce qu'il y a non, si c'était des intellectuels de niveau, le Bénin, nous ne sommes pas à ce niveau. La Chine a connu des intellectuels. On a des intellectuels au Bénin qui enseignent le français à des Français. S'il vous plaît, je voudrais clarifier. Je voudrais clarifier qu'on n'était pas appelé quartier latin parce qu'on n'était pas des scientifiques de haut niveau. De deux. Gadiel disait tout à l'heure, Gadiel, si c'est facile de faire une opposition sous le régime de Patrice Talon, je t'invite à voir au fond de toi cette idéologie, à ne pas être d'accord avec certaines injustices, à ne pas être d'accord avec certaines décisions et à prendre une position politique claire. Et viens au niveau de l'opposition, déclare ton opposition contre le régime de Patrice Talon et commence par critiquer le débat n'est pas au niveau de l'opposition. S'il vous plaît. Non, mais comment... S'il vous plaît. Ne politisez pas le débat. J'ai appris à ne plus stopper quelqu'un sur un plateau de télévision. Vous savez que je sais bien le faire. Donc, s'il vous plaît, non. Il a voulu dire quelque chose que lui-même, il ne comprend pas. Quand je dis, écoutez, je reviens à ça. Quand je dis que c'est grâce à mon nom, je mange. C'est-à-dire quand je mène une activité, quand j'ai une idée, quand je mets en place un projet et que mon nom est associé à ce projet, le simple fait de dire... Mais est-ce que ce nom-là, c'est parce que votre père vous a nommé Habib Arnessi que ça c'est arrivé ainsi? Non, vous n'avez pas fait un travail avant de s'il vous plaît. Vous n'avez pas eu un passé par rapport à ce nom? S'il vous plaît, écoutez-moi. Un nom est bâti, on bâtit un nom. Oui, le nom comme Habib Arnessi. Il a été bâti. Non, s'il vous plaît. Ce qui m'a permis d'avoir ce nom, quand on met 100 jeunes debout, écoutez, à peine 2-3 pourront l'avoir, pourront atteindre ce niveau. Vous avez osé. Ce n'est pas une question d'avoir osé. C'est un don de la nature. Ce don, il y a beaucoup de gens talentueux. Non, beaucoup ne peuvent pas. J'en connais de très intelligents. Beaucoup ne peuvent pas. Beaucoup ne peuvent pas. Mais depuis, répondez à ma question, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas le stopper. Habib, oui. Je vais vous poser une question alors, pour qu'on puisse être dans le débat. Alors, j'avais posé tout à l'heure une question à Gadiel que je vous la repose. Sur les réseaux sociaux, on voit les gens afficher des trains de vie démesurés. Sur les réseaux sociaux, on voit même des cybercriminels d'autres pays afficher des trains de vie totalement démesurés. Est-ce que cela n'est pas également une source qui conduit les jeunes à la cybercriminalité? Alors, vous allez revenir encore à la responsabilité de nos dirigeants. Et quand je parle de nos dirigeants, tournez partout, prenez toutes les causes. La finalité, vous allez remarquer que c'est la faiblesse de nos dirigeants. Donc, si votre garçon devient cybercriminel, c'est à cause des dirigeants. Je vais vous expliquer. Donc, vous en avez peur, vous n'avez aucune responsabilité. Je peux même écouter. Vous pouvez me laisser parler. Je vous laisse. Voilà. La cellule familiale est organisée par l'État. Tout ce que vous voyez, même les réseaux sociaux, même le contenu des réseaux sociaux, c'est l'État qui est responsable. Ce sont les dirigeants qui sont responsables. Si vous voulez, par exemple, qu'il y ait plus certains programmes sur les réseaux sociaux ou bien sur des chaînes de télévision données, l'État décide, c'est comme ça va se passer. Et vous ne parlerez pas en ce moment de restriction? Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, moi je vous pose des questions. Tant que vous n'allez pas prendre le réel problème, et c'est d'ailleurs pourquoi nos dirigeants n'ont pas le courage de réellement parler de la cybercriminalité. Ils sont dans leur coin, ils se cachent.
Ah bon? Oui, parce qu'ils diront quoi? Ils diront qu'ils ont donné quoi aux jeunes pour et que malgré ça, ils sont devenus des cybercriminels. Vous avez vu quel homme politique se prononcer sur la cybercriminalité? Ils ne peuvent pas. Allez fouiller même depuis 90, même nos vieux. Invitez-les sur un plateau de télévision pour qu'ils viennent parler de la cybercriminalité. Ils seront obligés de s'accuser. Le président Patrice Talon ne peut pas se lever ou bien ne peut pas se mettre devant une caméra pour dire malgré que les jeunes sont devenus des cybercriminels. Il ne peut pas. Mais vous allez dans certains pays, les gens vont vous dire, mais malgré tout ce que nous avons créé comme opportunité aux jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont... Non, Habib Arondessi, donc vous estimez que le Bénin aujourd'hui n'a pas d'opportunité à telle enseigne... Je viens. Oui. À telle enseigne que la cybercriminalité est le seul recours. Habib Arondessi, la cybercriminalité n'est pas le seul recours. Donc, non. Il faut aller braquer, il faut violer. Non, écoutez. Vous m'amenez en réalité, vous m'amenez sur un terrain où, c'est-à-dire, vous estimez que je fais l'apologie du crime, ou bien j'encourage le crime, ou bien je justifie le crime. Le justice que vous donnez pas... Parce que non, justement, vous avez décidé, monsieur Cadet. Non, vous avez décidé en réalité de ne pas comprendre comment une société fonctionne. Et ce n'est pas... Ce n'est pas moi. Non, vous avez beaucoup. C'est de l'hypocrisie totale de ne pas chercher à comprendre comment une société humaine fonctionne. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Pourquoi on se... Je vous donne l'exemple simple du Nigeria, par exemple, à côté de nous. Le Nigeria, c'est le fond même, ça. Ok, il n'y a pas d'opportunité au Nigeria? Non, justement. Il n'y a pas d'opportunité au Nigeria, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Nigeria. Le Nigeria est un grand pays. Le Nigeria ne se résume pas à Abuja et à Lagos. Et les États-Unis, c'est quoi? C'est une petite nation? Regardez. Quand vous prenez les États-Unis, même les États-Unis, vous allez remarquer que là où le crime est bien développé, c'est là où il y a c'est-à-dire les quartiers précaires, les groupes sociaux précaires. Et je dis, face à la misère, face à la pauvreté, face à la faim, l'humain développe le crime. Et tant que nous n'allons pas créer des opportunités, tant que nous n'allons pas accompagner, parce que quand vous parlez même d'opportunités au Bénin, ceux qui osent, ils sont à quel niveau? Ceux qui osent, vous ne pouvez pas... Des gens osent. Ils sont à quel niveau aujourd'hui? Ils ne sont même pas accompagnés. Il y a des gens qui ont de très belles idées. Mais ils sont où? Si vous refusez cette réalité, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui mettent des millions, par exemple. La fois dernière, j'ai parlé de quelque chose sur votre plateau de télévision ici. J'ai dit, regardez, voilà un jeune qui a décidé de gagner honnêtement sa vie, qui investit, par exemple, dans le soja. Des millions dans le soja. Il est allé faire même des prêts. Et puis au moment où il doit récupérer, ne serait-ce que... C'est-à-dire la base, l'État décide de fixer le coût de soja. Non, des jeunes qui viennent de familles très pauvres, qui viennent de familles très pauvres, qui décident d'être menuisiers modernes, qui deviennent d'être plombiers, d'être vitriers. Il y a plein de travaux à faire. Mais lorsque vous dites, Habib Arondessi, qu'il n'y a pas d'opportunité au Bénin... Monsieur Cadet, je vais vous demander, soyez honnête, parmi les jeunes... Moi, je ne suis pas là pour répondre. J'estime que nous avons tous vécu. Parce que moi, je vois des amis avec qui moi j'ai grandi. Nous avons tous vécu. Posez la question à beaucoup. Ceux qui sont arrivés, je ne parlerai pas des parvenus, ceux qui sont arrivés à s'en sortir. Nous parlons toujours de ceux qui sont arrivés à s'en sortir. Ça veut dire quoi? Ceux avec qui nous avons grandi dans les quartiers pauvres, précaires là. Quand nous voyons autour de nous, nous voyons que la majorité aujourd'hui traîne. Peu sont ceux-là qui s'en sortent. Mais si je peux faire une entorse à la procédure. Peu sont ceux-là qui s'en sortent. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des gens qui arrivent quand même. Pour dire que ce n'est pas la majorité. Il n'y a pas que les pauvres qui sont dans la cybercriminalité. Nous ne nous battons pas pour les détails. Non, mais il n'y a pas que les pauvres. Sachez ça. Il n'y a pas que les pauvres qui sont dans la cybercriminalité. Il n'y a pas que les pauvres. Il n'y a pas que les pauvres. Gadiel, oui, allez-y. Vous voulez réagir? Combien? Non, et vous savez, moi je ne suis pas dans une dynamique de culpabilisation et qu'on veut dire holycéphalique. Il faudrait qu'on soit dans une dynamique d'ensemble, de responsabilisation de chaque souche dans la société. Donc en réalité, je ne suis pas du tout contre ce que Habib pense, parce que réellement, effectivement, il y a un problème au niveau du pouvoir politique. Ne pas le reconnaître, c'est être hypocrite. Mais, ce contre quoi je suis contre, c'est la tendance de Habib à ne voir que le côté politique, le côté pouvoir politique. Mais il faudrait aussi qu'on soit dans une approche de redynamisation de la jeunesse, une tendance
responsabilisation de cette catégorie-là. Il faudrait qu'on soit aussi dans une approche de responsabilisation de la société en général. Parce que l'objectif, c'est que la cybercriminalité disparaisse en amont et en aval, que le business se développe. Moi, je me demande si un pays peut plus se développer avec le développement d'un aussi grand vice, même si les conditions étaient mises en place. D'après Habib, c'est parce que les conditions ne sont pas mises en place que aujourd'hui les jeunes s'adonnent à l'activité. Mais vous l'avez dit, c'est une très belle intervention. Vous avez parlé par exemple des personnes riches, des personnes bourgeoises qui pratiquent la cybercriminalité. Et c'est vrai, c'est réel. Je connais beaucoup de personnes issues de familles plus ou moins bourgeoises qui pratiquent l'acte. Donc il y a un problème d'éducatif, une tendance, une pulsion à vouloir faire ce qui est mal pour accomplir ces objectifs. J'ai aussi l'impression que ce que les jeunes béninois ne voient pas, d'autre part, c'est la limitation de leurs objectifs créés en fait par le fait qu'ils soient cybercriminels. Est-ce que vous connaissez un cybercriminel béninois milliardaire? Ça, c'est la première question que je pose. Est-ce que vous connaissez un cybercriminel béninois milliardaire? Peut-être qu'il y en a et qu'on ne sait pas. Bon, peut-être qu'il y en a, mais si nous allons baser sur un raisonnement majoritaire comme Habib le proclame aussi vivement, la majorité, ce n'est même pas des millionnaires. Ce sont des personnes qui ont peut-être un patrimoine physique, mobilier et immobilier qu'on peut estimer peut-être aux millions, mais en réalité ne sont pas très riches. Ce sont des personnes qui... Et moi, je ne veux pas de cette demi-richesse-là pour la population béninoise, il faudrait que ça soit clair. Je veux plutôt que le Bénin puisse se développer et aller au-delà des espérances et au-delà de ce que nous voyons tous les jours. Et déjà, j'ai l'impression que Habib a tendance à vouloir être du côté de la jeunesse sans être réellement du côté de la jeunesse. Pourquoi? Parce que cette tendance à vouloir normaliser en fait qu'il soit cybercriminel, c'est aussi une tendance, par contre, à vouloir normaliser le fait qu'ils ne soient pas vraiment riches avant la fin de leur jour. Moi, je veux une génération de milliardaires, par exemple. Et je sais très bien qu'avec la cybercriminalité, nous ne pourrons pas accomplir cet objectif. Du coup, même si aujourd'hui, je responsabilise l'État, je leur dis que c'est à cause de vous que les jeunes sont gagnés au-dessus, je suis d'accord, parce qu'il y a vraiment une grosse responsabilité de leur côté. Je pourrais aussi dire aux cybercriminels, les gars, c'est vrai que vous faites des miettes grâce à cette activité, mais pensez loin, réfléchissez loin. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des conditions de vie inférieures à celles des cybercriminels, mais qui, avec le temps et avec l'abnégation de leur travail, de leurs travaux plutôt, vont accomplir des objectifs beaucoup plus grands que les objectifs que les cybercriminels accomplissent. Gadiel, je reste avec vous. Vous dites comme Habib que bon, la responsabilité revient à l'État, et donc vous estimez qu'il n'y a pas assez d'emplois. Mais est-ce que selon vous, véritablement au Bénin, si vous voulez travailler, si vous êtes déterminé à travailler, que vous êtes à la quête de la pitance, il n'y a pas vraiment d'emploi? C'est sérieusement la quantité. L'employabilité au Bénin est inférieure en fait à la demande, parce que nous sommes énormément de jeunes. Lorsque vous allez au campus, il ne faudrait pas qu'on se leurre, vous allez constater qu'il y a une quantité énorme de jeunes quand même qui n'ont pas d'emploi. Maintenant, le premier facteur, c'est l'absence d'emploi. Le premier facteur, c'est l'absence d'emploi. Mais le second facteur aussi, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'absence d'emploi qui puisse permettre aux jeunes de vivre sainement. Parce qu'il y a un truc. C'est facile d'employer un jeune et de lui remettre 40 000, 50 000 à la fin du mois dans un pays où le loyer minimum c'est 25 000. Donc là, pour moi, ce sont des sous-emplois. C'est vrai que c'est mieux que d'aller vers des activités illicites, mais il y a aussi une absence d'emploi, de réel emploi qui puisse permettre en fait aux jeunes de s'épanouir sur le plan financier. Donc, vous parlez des salaires là? Des salaires. Et ce problème ne pourra pas être réglé avec une augmentation de 10 ou de 20% des salaires. Parce que justement, vous allez certes augmenter le salaire de ceux qui ont déjà des emplois, et la grande base de personnes qui n'ont pas d'emploi. Le problème du Bénin, il est profond, il est réel. Un problème qu'on ne pourra pas même accomplir, qu'on ne pourra même pas régler avec un seul gouvernement ou avec la critique de notre système. Il faudrait déjà qu'on réforme depuis la base. Et le reste de la société, c'est pourquoi moi j'adore beaucoup la politique de l'État investi dans l'éducation. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur le campus, vous allez voir beaucoup de filières, beaucoup de facultés, beaucoup de petites écoles ont été créées dans le but de faire la promotion de l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle moi j'ai du mal à être extrêmement opposant. Ils font beaucoup d'efforts sur le plan éducatif. Et déjà, il faudrait qu'on puisse insurger dans l'esprit du jeune béninois que on peut se développer en développant un savoir-faire entrepreneurial de taille, d'une part. D'autre part, c'est important que le gouvernement sache que l'éducation, après l'éducation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez après l'éducation?
faudrait qu'après l'éducation, il puisse y avoir proposition de réelles possibilités en fait pour la jeunesse. Par exemple, je donne par exemple, on parle d'agriculture. Lorsqu'on parle d'agriculture, c'est important par exemple que l'État puisse financer les jeunes qui s'intéressent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, mais qui ne sont pas pour autant développés, qui ont des conditions de vie relativement inférieures aux conditions de vie des Gaïmon. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement conséquent. Par exemple, à mon avis, lorsqu'on prend un jeune entrepreneur, il faudrait qu'on puisse mettre à sa disposition de façon efficace et dans tous les compartiments de l'entrepreneuriat au Bénin des appareils de haut de gamme qui puissent. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, nous sommes à l'ère de la mondialisation et dans un pays comme le Bénin, les gens encore saclent avec la roue. Allez-y dans les villages comme Zé, vous allez voir des gens qui continuent à sacler avec la roue. C'est très grave. Il faudrait qu'on puisse mettre des moyens équipés à leur disposition. Même s'ils n'ont pas la possibilité de rembourser déjà avec le coût des positions qui sera forcément plus élevé, par la suite, ils pourront quand même revenir maintenant, rembourser de façon échelonnée l'État en fonction de cette proposition. Attendez, j'ai une phrase à ajouter. Oui. Mais il est important déjà que le jeune béninois ait envie d'aller vers ces activités-là. Il y a aussi une absence de volonté qui est là. Alors, c'est bon. Absence de volonté. Habib Arandessi, selon vous aujourd'hui, au regard de ce qui a été publié par l'OCRC, ce dont a fait part également les éléments de la criette, quelles sont vos espérances dans le cadre de cette lutte contre la cybercriminalité? Moi, je voudrais déjà que le gouvernement fasse sortir tous ces jeunes cybercriminels arrêtés, qu'on leur donne une nouvelle chance, qu'on leur donne des opportunités, qu'on leur crée des opportunités. Parce que c'est trop facile. Vous allez déposer, ils seront déposés en prison, ils vont faire 5 ans, 10 ans. Est-ce que cela règle le problème? Ça ne règle rien du tout. C'est la pression tout simplement. C'est la répression pour montrer que ouais, nous luttons contre la cybercriminalité. Mais quelles sont les mesures? En temps normal, des gouvernants sérieux, lorsqu'on fait sortir ces chiffres, 1350 et quelques jeunes. Vous savez ce que ça signifie? 1350 et quelques jeunes en prison pour cybercriminalité. Normalement, le lendemain, le gouvernement doit convoquer une grande rencontre, je ne sais pas, des colloques ou bien des rencontres, des sommets, pour réfléchir. Pourquoi notre jeunesse? Et on n'a pas fini d'arrêter. On n'a pas fini d'arrêter. Donc, si on doit continuer à arrêter, imaginez le nombre qui sera en prison pour cybercriminalité. Et c'est là le drame. Et quand il y a des chiffres comme ça doit interpeller nos dirigeants. Que faisons-nous? Quelles sont les bases que nous mettons en place? Le système éducatif, le système en réalité, le réel problème, c'est un manque de courage. Tout ce que les gens font à créer de petites écoles de master pour prendre l'argent chez les pauvres étudiants pour leur dire que, c'est-à-dire on passe des heures à faire des communications sur l'auto-emploi alors que ça n'a rien à voir avec la création d'une entreprise. Ce qui se passe à l'université, c'est de l'ANAC. Et tu vas voir le résultat d'ici 50-10 ans. C'est de l'ANAC tout simplement. Quelqu'un se lève pour dire j'ai quelques bagages, donc je crée mon école. Et puis on dit ouais, il y a école d'auto-emploi, allez là-bas. Dans le même temps, sociologie est ouverte, géographie est ouverte. Il y a des filières qui sont et qui drainent du monde parce que les enfants de pauvres parents n'ayant pas de gros moyens pour aller se faire arnaquer dans ces écoles sont obligés dans les facs. Des milliers sortent par an. Combien arrivent à s'insérer? Donc les réels mobiles sont là. Heureusement pour nous, qu'on n'enroule pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'information, qu'on n'enroule pas les jeunes pauvres dans les quartiers, dans les groupes de terrorisme. Heureusement pour nous. Si nous ne prenons pas garde, on va enrouler ces jeunes-là dans ces groupes. J'ai une question à vous poser. Et je voudrais dire quelque chose avant votre question. Oui. Je voudrais dire à mon jeune frère Gadier, si vous voulez faire de la politique, commencez par parler de façon terre à terre pour que le dernier Béninois puisse vous comprendre. Ceux qui parlent de gros français, en réalité, politiquement, n'arrivent jamais vraiment à un niveau où ils doivent servir le pays. Parler de façon terre à terre. Vous voyez comment je parle? C'est comme ça, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas de gros français qui fait de la politique. Parce que les gens ont envie de vous comprendre. Non, mais les gens ont envie de vous comprendre. Non, la politique, c'est pas pour les élites. Ça, vous allez en parler entre vous. Les gens de petite classe que nous connaissons. Habib Arandessi, moi, ma question à votre endroit, c'est de savoir, lorsque je vous écoute depuis que vous êtes là ce matin, on a comme l'impression que pour vous, la cybercriminalité, toute la responsabilité incombe au gouvernement et que ces jeunes-là n'ont aucune responsabilité, eux. Leurs parents n'ont aucune responsabilité, eux. Donc pour vous, j'ai comme l'impression que ce n'est que les gouvernants qui doivent se reprocher de pourquoi les jeunes s'adressent à la cybercriminalité. Alors, vous savez que j'ai une ligne éditoriale. Oui, donc une ligne éditoriale politique alors. Donc ça veut dire que votre opinion sur la cybercriminalité là est politique. En réalité, je suis un homme politique. Oui, justement. Je suis un militant politique. Et
Et donc, j'estime on doit prendre vos propos. j'estime que tout ce qui se passe comme problème, parce que la famille même est organisée par l'État. C'est ce que vous ne comprenez. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Non, c'est ce que vous dites. En réalité, vous défendez- voulez détacher ces jeunes, c'est-à-dire c'est-à-dire la mentalité de ces jeunes, s'il vous plaît. Gadiel a partagé le même Non, point de non, vue non, que s'il vous tout plaît. à l'heure. Vous voulez en réalité détacher l'irresponsabilité de certains parents à encadrer leurs enfants, à dire à leurs enfants, une fois qu'ils amènent quelque chose d'extraordinaire à la maison, tu as trouvé ça où? Vous voulez dissocier en réalité tout ça là de la responsabilité de l'État. Et moi, je n'irai pas sur ce terrain. Mais c'est facile de tout le temps jeter le temps à l'État. Non, ce n'est pas facile. C'est pas hein. facile. Non, Ah, ce n'est pas. c'est-à-dire que vous direz que le violeur aussi, donc il viole parce que l'État n'a pas donné l'emploi. Non, ne- Le braqueur braque parce que l'État n'a pas donné l'emploi. Non, écoutez. Celui qui, par exemple, vole dans son service parce qu'il n'est pas bien payé, il doit voler. Non. Donc, mais c'est Lorsque facile ce que vous dites, faites- Habib. lorsque C'est vous facile. faites C'est très dans ces genres facile. de- s'il vous Donc, plaît. par exemple, je suis ici, par exemple, Oui. je ne sais pas mes conditions, mais parce que peut-être mes conditions sont telles, donc je peux faire ci. Alors, où est la Le- responsabilité du jeune? Alors écoutez-moi, lorsque vous faites ces genres de comparaisons, vous allez rester dans une confusion éternelle. Moi, je suis pas confus. Hein. Vous ne pouvez pas comparer, par exemple, un jeune, un groupe de braqueurs. Vous ne pouvez pas comparer, par exemple, un groupe de prostituées, par exemple. Ah, un cybercriminel? Je donne des Un exemples. cybercriminel, est-ce que vous voulez dire? Un fléau, écoutez-moi très bien, nous utilisons des expressions. Hein. Le fléau de la cybercriminalité. Est-ce que le fléau, c'est véritablement ce qui est approprié? Par exemple, pas de crime, là, Habib Arandissi. Ah non. Des gens sont morts, des gens se suicident à cause, C'est une à cause de ces expression, actions-là. c'est une expression utilisée par nos gouvernants et je suis d'accord. Des gens se suicident. Tout comme les gens se suicident pour le viol, les gens se suicident à cause de la Lorsque le cybercriminalité. taux de suicide, par exemple, vous prenez le On peut suicide. pas en savoir parce que tous ceux qui sont anarqués ne déclarent pas qu'ils ont été anarqués, Habib Arandissi. Vous avez utilisé une expression, par exemple. J'ai envie d'en parler. Le suicide, par exemple. Les gens peuvent se suicider pêle-mêle hein, pour des raisons diverses. Ça ne va pas interpeller nos gouvernants. Les gens peuvent voler. Vous voyez des gens volent des moutons, des motos. Est-ce que les journaux en parlent? Est-ce que nous faisons des plateaux de télévision pour en parler? Mais lorsqu'il s'agit de la cybercriminalité, parce que vous êtes d'accord, en faisant ces plateaux, vous êtes d'accord avec moi que c'est un fléau, parce que ça embrasse aujourd'hui un grand nombre de jeunes. C'est pourquoi vous en parlez. Et là, c'est la responsabilité de l'État. Vous ne pouvez rien dissocier. Tout se résume à l'État, tout se résume à nos dirigeants. Même les familles qu'on traite, les parents qui n'ont pas été responsables à un moment donné, qu'on estime que c'est eux qui ont favorisé ça, ça se résume également à nos dirigeants, à l'État. Merci, Habib, ça c'est votre Voilà. opinion. Vous l'avez quand même si clair estimé. Alors, Daniel, à nouveau, nous allons progresser vers la fin de cette émission. Oui. Alors, est-ce que la lutte qui est menée aujourd'hui par l'exécutif, selon vous, porte ses fruits? Est-ce que vous constatez une réduction du désir irrésistible d'aller vers cette activité-là? C'est clair, parce que déjà, s'il y a 1000 jeunes en prison, c'est qu'il y a réduction déjà de la quantité de cybercriminalité en amont et en aval. Il y a quand même une certaine peur constante juvénile qui empêche aujourd'hui les jeunes à aller vers la cybercriminalité. Et je vais écouter le conseil de mon confrère, je vais aller terre à terre. Vous savez, je suis totalement d'accord que l'État puisse, comment on va dire, réprimer l'activité et les empêcher. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est que ils ont cette tendance-là à ne pas prendre le problème de front et à juste réagir sur l'impact. En fond, il y a un adage qui dit que fidé et clair faut des donc moi fidé jaide donc moi. Et j'ai l'impression que l'État est en train de regarder en fait fidé jaide. En réalité, c'est hyper important qu'ils puissent mettre en place des mesures qui puissent favoriser en fait le développement personnel des jeunes pour qu'ils ne puissent pas sentir le besoin d'aller vers la cybercriminalité. Mais c'est aussi super important que le jeune béninois puisse savoir que la cybercriminalité c'est profondément mauvais et que des personnes souffrent de leur malversation. Effectivement, il y a résultat, mais est-ce que le résultat sera d'abord long terme? Mais est-ce que le résultat sera aussi efficace que si ils mettaient en place des mesures? Et il y a un truc que je dois dire. En réalité, je ne suis pas du tout heureux de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui aujourd'hui sont en prison. Bien qu'ils soient d'une part responsables de ce pourquoi ils sont en prison, s'il y avait possibilité que ces jeunes-là qui sont en prison, là, on les rassemblait. L'État mettait en place une stratégie, je ne sais pas laquelle parce que je suis aussi ignorant. Ils savent ce qu'il faut faire. Si l'État arrivait à rassembler ces jeunes-là et à mettre en place, à les mettre dans une condition, permettre leur développement, pour que eux là maintenant viennent servir d'exemple en fait à la jeune génération. Nous avons été cybercriminels, nous avons passé des années en prison, mais l'État nous a rachetés. On nous a mis parle d'un programme de réinsertion. Voilà, on nous a mis dans cette condition. Vous allez voir que ce sera même un exemple émouvant
de la jeunesse béninoise en parfaite adéquation avec le gouvernement. Sinon, la question que je me pose constamment et je n'ai pas de réponse, et je parie que même aucun gouvernement n'aura de réponse à ça, c'est que lorsque ces jeunes-là feront 5 ans, 7 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans en prison, et lorsqu'ils sortiront, ils deviendront beaucoup plus dangereux que des cybercriminels. Peut-être que là maintenant, et à leur retour déjà, ils ne pourront plus peut-être se réinsérer dans la cybercriminalité, mais là, ils vont passer au vol, au braquage, au terrorisme, à l'extrémisme violent, comme le disait Habib. Donc je suis totalement d'accord avec lui sur ce point-là. Mais il y a un truc sur lequel moi je reviens tout le temps. La cybercriminalité, c'est immoral et c'est important que le jeune Béninois puisse savoir que, déjà pour notre intégrité, pour les valeurs que nous développons depuis là-bas, c'est totalement pas bien qu'on puisse... Alors, dernière question à votre endroit. Alors, la société, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La société, donc... Bon, déjà, je ne vais pas... Je ne veux pas... On a comme l'impression que la société n'a pas une grande responsabilité. Je ne vais pas intégrer, en fait, la société dans un paradigme de violence, dans une idéologie et comment on va dire, de xénophobie vis-à-vis de la cybercriminalité plutôt. Je ne vais pas commencer à dire, par exemple, aux bonnes dames, lorsqu'ils vont voir des cybercriminels, de dire, ah, Jodo, Dozo, jamais, je ne peux jamais me mettre dans cette approche parce que ça risque de donner des résultats qu'on ne pas aimer si on se base en fait sur la quantité, sur le pourcentage de jeunes aujourd'hui qui ça donne à l'acte. C'est énorme. On risque de passer en fait à une guerre civile. Parce qu'aujourd'hui, les cybercriminels font une quantité de la population qu'on ne peut même pas remettre en question. Donc déjà, la société pour moi, lorsque nous allons faire un partage de responsabilité, la société vient en dernière position. Moi, ce que je mets en première position déjà, c'est l'éducation. L'éducation. Après l'éducation, il faudrait déjà que personnellement, le jeune Béninois puisse avoir une conscience qui lui dise que c'est pas bien. Le gouvernement également doit mettre en place des stratégies. C'est trop facile d'arrêter les jeunes. Il faudrait qu'ils puissent trouver des conditions qui puissent permettre en fait à la jeunesse de se développer et personnellement. Donc la société, qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la société? La société n'est que... En fait, quand on parle de société, en réalité, j'ai l'impression que vous prenez ça comme étant une entité étrangère à la jeunesse. La société, c'est les jeunes et le gouvernement. C'est nous la société. Oui. C'est la société. Donc la société, ce sont les jeunes en fait et le gouvernement. Habib Souris, Habib, un mot pour conclure. Non mais, écoutez, pourquoi je suis focus tout droit dans mes bottes? Parce que je sais, on va tourner, on reviendra toujours à ma position. Parce que c'est la seule position vraie. La société dont nous parlons, je vais vous faire voir quelque chose. Remarquez, le port de casque, ce n'était pas une pratique. Dans notre société béninoise, on n'a pas l'habitude de porter le casque. Mais aujourd'hui, même quand tu oublies ton casque, tu dis, merde, j'ai oublié mon casque. Est-ce que ce réflexe-là, les gens l'ont parce qu'ils sont conscients du fait que ils peuvent faire un accident et qu'ils peuvent casser la tête, ou parce qu'ils ont peur que le policier les arrête? C'est déjà ça en réalité, c'est déjà le début. Parce que l'État a mis en place un dispositif impressionnant pour donner une certaine habitude à cette société. C'est pour vous dire quoi? L'État est responsable du début jusqu'à la fin de la situation de cette génération. Et je pense que nous, quand je dis nous aussi, nous avons une responsabilité. Quand je dis nous qui sommes des jeunes acteurs politiques aujourd'hui, qui inévitablement, certainement, nous aurons la possibilité de diriger ne serait-ce qu'une petite parcelle de pouvoir dans ce pays, qu'on puisse travailler pour que demain, nos enfants puissent dire, nos pères, nos aînés nous ont dressé un lit, un vrai lit, un lit favorable pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une meilleure vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je demande à nos gouvernants, encore une fois, ceux-là qui sont déjà partis, ils sont responsables. Ils n'ont qu'à savoir que c'est eux d'abord qui méritent la prison. Parce que c'est eux qui ont détourné les sous de la République pour qu'on dise qu'aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens pour créer des opportunités aux jeunes générations. Je ne parle pas seulement de nos gouvernants actuels. Je parle de tous ceux-là qui sont passés et qui ont eu ce réflexe d'aller détourner les peu de ressources que notre pays dispose. Et c'est bien dommage. Et ils n'osent pas parler. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont responsables. Demandez-leur de venir sur un plateau de télévision. Nous allons leur dire la vérité. Comment ils ont été responsables. Et je demande également, la cybercriminalité, c'est un crime. Et tout gouvernant a le droit et le devoir obligatoirement de combattre. Mais dans ce combat, essayons de mettre en place des bases pour que ceux-là qui viendront ne soient pas obligés de développer le crime
pour s'en sortir. Merci. Merci. Habib, Gadiel, vous avez souhaité réagir? Allez-y. rapidement. Déjà l'exemple du port du casque au Bénin vraiment est surgi dans notre éducation civique est un contre-exemple. C'est plutôt un exemple qui vient dans mon raisonnement, parce que en réalité, le port du casque aujourd'hui auquel les jeunes sont habitués, la population en général est habituée, n'est pas dû au fait qu'ils ont peur de faire des accidents et de lancer leur vie. C'est plutôt dû au fait que le gouvernement a mis en place des mesures restrictives pour empêcher les jeunes de circuler. Sans podcast n'eût été cette décision gouvernementale, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des personnes circuleront dans la ville sans casque. Du coup, c'est important que déjà, lorsque Habib a comme la décence de sortir ce type d'exemple, il doit aussi voir jusqu'à quel degré c'est important, le facteur restrictif dans toute mesure politique. Et ensuite, il faudrait que je puisse le dire, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que ces jeunes-là sont les jeunes-là condamnés à 100%, comme le disait Victor Hugo dans Les 4 vents de l'esprit. C'est la société qui leur a d'abord commis le crime. Ils sont d'abord victimes de tout un système. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est important que l'État soit dans une démarche perpétuelle de communication et d'appréhension en fait des conditions de la jeunesse, qu'on puisse vraiment évoluer. Alors, Kader. Ah, oui. Kader, non, attendez. Non, je ne voudrais pas parler. Je suis sûr que là, vous l'envoyez plus. Pas du tout. Je vois leur visage. Pas du tout. Merci. Non, c'est. Je lui permets. Je lui donne tout ce temps-là parce que j'estime que ce sont ses premiers moments sur des plateaux de télévision. Donc, je suis habitué. On vous comprend. aura d'autres occasions. On vous comprend. Ce sont un plaisir. On vous comprend. Merci pour avoir finalement placé le pic. Non, merci à vous, chers amis internautes. C'était à l'instant un point de ce samedi qui était assez particulier. J'étais en compagnie de Gadiel Adounvo, jeune activiste politique, commentateur de l'actualité politique. Il était face à Habib Arandessi, acteur politique de l'opposition. Il tient à ce qu'on précise cela, bien évidemment. Il est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.